Au plaisir de tous les acteurs de l'éducation, bienvenue dans l'école guinéenne. L'enseignement technique apparaît comme l'un des leviers stratégiques les plus puissants pour offrir aux jeunes des compétences adaptées aux besoins réels des entreprises. C'est dans cette dynamique que l'Institut Roi Mohamed VI se distingue. Dans ce numéro, nous allons découvrir comment cet institut contribue à transformer des ambitions en des compétences et des compétences en opportunités d'emploi. Et c'est parti! Institut Roi Mohamed VI, situé à Simbayade, dans la commune de Matoto, un établissement de référence qui forme chaque année des centaines de jeunes au métier de la santé, de l'informatique, de l'électricité bâtiment, de la plomberie, de l'hôtellerie et tourisme, et bien d'autres filières essentielles. Nous débutons notre immersion au département santé, l'une des filières phares de l'Institut Roi Mohamed VI. Ici, les étudiants allient la théorie, pratique et éthique professionnelle pour répondre aux exigences du domaine médical. La salle numéro 1, déontologie médicale. Dans la première salle, le professeur dispense un cours de déontologie du métier de santé. Un moment d'échange interactif où les étudiants sont amenés à réfléchir sur le sens du devoir, de responsabilité, mais aussi l'éthique indispensable dans la pratique infirmière. On est obligé de respecter les droits de nos patients. Parce que si les droits du patient sont respectés, c'est dans ça qu'ils vont sentir leur dignité. C'est dans ça qu'eux-mêmes vont comprendre que nous avions affaire à des personnes responsables et les autorités médicales qui sont en train de nous accompagner sont dignes de confiance. C'est bon? Oui. Il y a des questions? Non. Si ils sont dans ce cas-là et qu'on ne consulte pas sa famille, tu arrives pas le docteur en question, tu arrives à prendre la décision à la place de tes parents. Que dois-je faire dans ça? Vous ne pouvez pas prendre de décision à la place des parents. Toute personne qui accompagne quelqu'un à l'hôpital, il y a une personne responsable. C'est la personne. Si c'est dans le cas d'urgence. Si c'est dans le cas d'urgence, c'est le collectif des médecins qui fait le recours pour adresser à sa hiérarchie. Donc c'est sa hiérarchie maintenant qui va prendre la décision en commun accord avec la médecine légale pour automatiquement corriger ce point. Mais vous n'avez aucun droit d'ôter la vie à un malade parce que l'urgence est là. Il y a toujours des personnes responsables qui doivent accompagner le malade pour des décisions que vous devriez prendre. Raison pour laquelle ils ont leurs droits, ils ont leurs devoirs et vous avez vous aussi votre limite dans ce que vous faites dans votre exercice de votre métier. Ok? Donc, à la fin du cours, nous avons recueilli les impressions du professeur sur l'importance de la déontologie dans la formation des futurs agents de santé. J'ai pris le lead pour donner ce cours, pour montrer à nos apprenants l'importance de maîtriser la déontologie parce que toute activité médicale que nous menons, il faut avoir une base solide et une connaissance appropriée en matière de connaissances de base. C'est dans cette perspective-là que nous donnons les cours de déontologie à nos étudiants pour qu'ils puissent se préparer à quoi s'attendre quand ils seront dans les différents établissements hospitaliers où nous allons les amener pour les stages et voir comment les accompagner dans l'employabilité le jour où ils vont terminer et ils seront avec leur diplôme pour que ça puisse devenir des activités plus faciles pour eux, pour avoir une efficacité, pour que nos étudiants deviennent plus compétitifs, c'est de se concentrer sur la formation professionnelle, vu que notre ministère tutelle nous accompagne avec tous les différentes directives et par la grâce de notre fondateur aussi qui met tous les moyens à disposition pour la formation pédagogique au niveau de nos différents étudiants que nous formons au niveau des différentes filières, à savoir les ATS, les auxiliaires, plus les infirmiers, les sages-femmes et les préparateurs en pharmacie. Une étudiante nous partage également son regard sur cette discipline fondamentale. La déontologie médicale m'apprend que je dois connaître d'abord mes droits, mes devoirs et mes valeurs avant de me lancer dans la santé. Et la déontologie nous apprend que, avant toute chose, il faut savoir
qu'est-ce qui en vient, qu'est-ce qui doit être et qu'est-ce qui doit l'être. Aujourd'hui, on a appris à définir les concepts. On a appris comme concept les droits, les devoirs et les valeurs. Le prof nous a bien expliqué la croyance, les valeurs et ce qui en vient. Moi, j'ai choisi la santé parce que c'est un coup de cœur qui me vient depuis le primaire. J'ai beaucoup entendu parler des épidémies. Du coup, je me suis lancée dans la santé sur ce cours. Et puis, c'est un rêve à ma maman. Dans la deuxième salle, place au cours sur les 5 dimensions de soins infirmiers. Le professeur échange avec les étudiants les questions et teste leur acquis sur une dynamique participative qui renforce la compréhension des techniques de soins. Qui peut me citer les 5 dimensions des 5 infirmiers, s'il vous plaît? Oui, Nassou. Les 5 dimensions, on a la dimension éducative, oui, la dimension préventive, la dimension curative, la dimension de maintenance, oui, et la dimension palliative. Alors, elle a cité les 5 dimensions. Qui peut m'expliquer la dimension éducative? Ça sert à faire quoi? La dimension éducative. La dimension éducative, oui, consiste à faire, oui, de donner les conseils. Les conseils. Informer les gens. Informer les personnes. Et les sensibiliser. Pourquoi? Pour qu'ils puissent rendre compte. Changer leur comportement. D'accord? Alors, qui peut m'expliquer alors la dimension préventive? Ça consiste à faire quoi? La dimension préventive. Oui. Ça consiste à faire les vaccinations. Les vaccinations. Parce que pour prévenir les maladies. La dimension préventive consiste à prévenir les maladies. À travers quoi? La vaccination. Ok? Alors, la troisième dimension, la dimension curative. Là, ça consiste à faire quoi maintenant? Oui, madame. Là, ça consiste quand le malade vient, oui, là, je fais des soins directement. Les traitements. Oui. D'accord, effectivement, la dimension curative, là, ça consiste à traiter la maladie. Pourquoi? Parce que la dimension éducative a échoué, la dimension préventive a échoué. Là, maintenant, la personne est devenue malade. Là, il faut traiter la maladie. Ok? Et la dimension de maintenance. Oui. Ça consiste à prendre soin du malade, du patient, de le maintenir dans les bonnes conditions. Très bien. La dimension palliative. Oui, c'est quoi la dimension palliative? La dimension palliative consiste à soulager la douleur du patient, afin de maintenir un peu à vie. Dans la troisième salle, les étudiants suivent essentiellement le chapitre consacré à ostéologie, l'étude des os. Un enseignement de base indispensable pour toute formation sanitaire. Amphiarthrose. Et mobile. Diarthrose, monsieur. Il est appelé diarthrose. Très bien. L'os long. Au niveau des périostes. On va dire le période, c'est la partie qui recouvre ici l'os. Donc un os long à combien de parties? Oui. Un os long à 3 parties essentielles. Un os long à 3 essentielles. Oui. Les 2 extrémités. Oui. La diaphyse. Oui. Et le périoste. Un os long à 3 parties. Les 2 extrémités, quelles sont ces extrémités? Épiphyse distale et épiphyse proximale. Épiphyse distale et proximale. Distale se trouve où? C'est la partie qui est éloignée au niveau. À la partie inférieure de l'os long. Quelques exemples d'un os court. Exemple de l'os court, nous avons la canne. Oui. Nous avons la tarse. Les tarses. Et nous avons les vertèbres. Les vertèbres. Les vertèbres se trouvent à quel niveau? Au niveau de la colonne. Au niveau de la colonne. Très bien. Et un os plat.
Madame vous. Un exemple d'os, là, on a lorsqu'il y a. Lorsqu'il y a, oui. Au niveau du bassin. Au niveau du bassin, ensuite. Et le sternum. Et le sternum. Après la théorie, place à la pratique. 3 étudiants passent devant la caméra pour démontrer leurs compétences. Le premier présente le squelette humain. La troisième réalise une injection intraveineuse. Geste technique essentiel en milieu hospitalier. Le troisième étudiant montre la procédure correcte de la prise de tension artérielle. Au prime abord, j'ai parlé de la partie du crâne qui est subdivisée par les vertèbres. Il y a 7 vertèbres, dont le premier est appelé l'atlas et le second est appelé l'axis. Après ça, je viens au niveau de la cage thoracique, qui est divisée par un os appelé le sternum et les côtes, dont il y a 2 côtes flottantes. À la partie poste, on parle aussi de l'omoplate, les 2 omoplates qui sont situées là et là, et les 2 clavicules qui sont situées là et là. Après ça, nous essayons de parler de la colonne vertébrale qui divise le dos. Et en arrière, à la partie postérieure, nous avons le coccyx et le sacrum. Et cette partie est appelée la symphyse pubienne qui recouvre le bassin. Maintenant, nous avons l'os le plus long de l'organe du corps humain, qui est communément appelé le fémur. Après le fémur, nous allons présenter le tibia, qui est à la face antérieure, et le péroné, qui se trouve à la face postérieure. Je vais vous faire la présentation d'une injection intraveineuse. Je m'en vais d'abord définir c'est quoi une injection intraveineuse. Une injection intraveineuse, ici, c'est l'introduction d'une substance médicamenteuse dans la veine. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la préparation. Au prime abord, je prends la seringue, je prépare mon produit. Je suis là à diluer le produit avec le jus d'huissier. Je retire l'aigu. Je récapichonne doucement pour ne pas que je me pique avec. Je remets jusqu'à ce que le produit se mélange avec mon eau d'huissier. Ici, le produit s'est déjà mélangé. Je m'en vais aspirer le produit. Je le fais doucement pour ne pas que ça me pique. J'ai fini d'aspirer mon produit. Je récapichonne doucement. Je prends mon garrot, je cherche la veine. Ici, on peut chercher la veine au niveau de la main, comme on peut chercher encore au niveau du bras. Je m'en vais. Ici, je cherche la veine au niveau de la main. Ici, j'ai attaché. Je prends le coton, plus le désinfectant, pour nettoyer le site d'injection. Je nettoie très bien la partie. Ensuite, je prends le produit. Je retire des billes d'air dedans parce que le bile d'air n'est pas bon pour l'organisme. Je fixe la veine et j'administre mon produit. Maintenant, j'aspire pour voir réellement que si je suis dans la veine. Quand je vois que je suis dans la veine, je retire le garrot et j'administre le produit doucement et lentement. Parce qu'il y a ces produits qui font vomir des patients. Une fois que je finis d'administrer, je retire doucement les jus et je récapichonne. Et en même temps, je le mets dans une boîte à sécurité. Je remercie le patient de sa collaboration. La tension artérielle est la pression sous laquelle le sang circule dans les artères. Maintenant, on va passer à la technique de la prise de tension artérielle.
avant de prendre la tension artérielle d'un patient, il faut d'abord préparer le patient psychologiquement, c'est-à-dire préparer le patient de l'acte que vous voulez pratiquer sur la personne même en question, pour éviter le stress, parce que ne pas connaître ce qu'un agent fait sur toi peut avoir des répercussions sur les valeurs tensionnelles que tu pourrais avoir. Au premier lieu, le patient est déjà informé de l'acte. Ça, c'est un psychomammomètre. C'est ce qu'on appelle psychomammomètre, qui est muni d'une chambre à air gonflable, le mammomètre gradué, plus on a un embout qui permet de gonfler. On place le psychomammomètre à l'avant-bras à 3 cm du pli du coude. Oh. 3 cm du pli du coude, puis on place le mammomètre. Au deuxième lieu, au niveau de l'appareil qui est le tensiomètre, c'est aussi muni d'un stéthoscope. Le stéthoscope a pour rôle d'entendre le bruit du cœur non seulement, mais aussi de l'artère. Nous plaçons le stéthomètre au niveau de l'artère brachiale. L'artère brachiale qui est là à 3 cm du pli du coude. En plus, au second lieu, nous essayons de fermer. On ferme, puis nous gonflons jusqu'à ce que l'aiguille dépasse la valeur systolique. Une fois que c'est déjà fermé, nous essayons d'ouvrir lentement. Nous essayons d'ouvrir jusqu'à ce que ça revienne à sa position initiale. C'est revenu à sa position initiale. Ensuite, on essaye de retirer le brassard. La pression artérielle est munie de 2 valeurs. La première valeur est appelée la valeur systolique et la deuxième valeur est appelée valeur diastolique. Ces valeurs ont aussi des intervalles, disons. Les intervalles, c'est-à-dire la valeur systolique normale, ça varie de 12 à 14 mm de mercure. Et la valeur diastolique, ça varie entre 9 et 10 mm de mercure. Nous quittons le département santé pour pôle de nouvelles technologies. Ici, les étudiants en génie informatique travaillent sur le projet concret de programmation. L'un d'eux nous présente son application, explique son fonctionnement et l'utilité de ce type de projet dans l'économie numérique. Notre programme est basé sur le C++. Le programme, ça c'est les codes qui sont écrits en couleur. L'option affichage qui est see out, l'option qui retient ce qu'on enseigne sur le clavier. Par exemple, si on écrit des instructions sur le clavier, l'option qui nous permet de récupérer les instructions sont see in. Comme nous avons déjà fini de faire notre projet, nous allons laisser à présent pour pouvoir mettre en œuvre tout ce que nous avons appris. Nous allons passer à l'essayage du programme. Au niveau du compilateur, nous avons cette option-là qui nous permet de vérifier si le programme n'a pas d'erreur. On compile et vérifie le programme. Effectivement, tout est en vert. Les verts signifient que le programme n'a pas de bug. Ça signifie que tous nos codes qu'on a travaillés est normal. À partir de là, nous allons venir au niveau du paramètre et du bouton jaune. Ça signifie quoi? Le paramètre là signifie encore de revérifier le programme et aussi de voir si réellement il n'y a pas de bug. Le bouton vert nous montre que nous allons maintenant commencer à exécuter notre programme. Il nous partage également son point de vue sur l'impact de la filière génie informatique sur l'employabilité des jeunes en Guinée. En tant que jeune, avec la programmation, ça nous permet d'être autonome. Une fois que vous allez apprendre ce cours, surtout le C++, ça peut nous permettre de créer des jeux vidéo, des tas de choses, surtout sur les sites actuels. La plupart des sites et des IA sont programmés à partir de C++. Donc c'est un avantage énorme pour nous les jeunes. J'ai choisi le génie informatique parce que je suis déjà un amoureux de la science. J'aime la science et surtout la technologie. Tout ce qui passe sur la technologie, ça c'est mon domaine. Donc en tant que
l'option de génie informatique. Je l'ai choisi pour pouvoir aussi devenir un data center. Ce qui signifie quoi? Être un développeur au sein de l'IA. C'est ça mon objectif. Direction ensuite une grande salle d'amphithéâtre où les étudiants du tronc commun suivent le cours de technique de l'expression. Une discipline qui améliore la communication, l'augmentation et la prise de parole. Automatiquement troisième. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est quoi? Vous conjuguez le verbe au présent. Si vous trouvez que c'est correct, alors c'est bon. Le présent de fini, c'est quoi? Je finis. Je finis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on veut que je dormis? Non. On dit je dors. Je dors. Ne soyez pas complexés, c'est ça. Je dors. Il a changé de radis. La conséquence, c'est quoi? C'est un verbe du troisième. C'est une petite notion à prendre en considération. Quand on parle de déterminant, c'est quoi? Le déterminant, il est différent d'un, ce qu'on appelle le déterminant possessif est différent de quoi? De ce qu'on appelle ici automatiquement le pronom possessif. C'est différent. Mais est-ce qu'il est différent avec adjectif possessif? Non. Pas d'interrogation. Ce n'est pas différent. À l'époque, quand on prend par exemple la distinction entre ces trois notions-là, déterminant possessif, adjectif possessif. On prend par exemple si pronom possessif. Il y a une différence entre le déterminant possessif et le pronom possessif, mais il n'y a pas de différence entre le déterminant possessif et l'adjectif possessif. Avant, on appelait le déterminant possessif adjectif possessif. Ça, c'est l'ancienne grammaire. Dans une autre salle, nous rencontrons un groupe d'étudiants en électricité bâtiment en pleine séance pratique. Leur projet du jour, la réalisation d'un montage en télérupteur, une technique utilisée dans les installations modernes. La phase de la source dans tous les boutons poussoirs. On doit raccorder dans tous les boutons poussoirs. Dans tous les boutons poussoirs de la lampe, ouais. C'est l'appareil qui commande la lampe. Le retour des boutons poussoirs maintenant, le retour du courant. Le retour des boutons poussoirs dans la bobine A1. La bobine AD dans tous les nœuds de la source et aux nœuds des lampes. Après, la phase de la source se raccorde aussi à un des contacts de maintien. Deux des contacts de maintien maintenant se raccordent à la phase des lampes. On a fait maintenant le montage télérupteur. Place ensuite au département hôtellerie et tourisme. Aujourd'hui, les étudiants travaillent sur un devoir culinaire autour de la recette du pain fataya. Une étudiante présente devant ses camarades les étapes de préparation de cette spécialité très appréciée. Pour faire un fataya, on a besoin d'1 kg de farine, on utilise un œuf, un sachet d'eau, un pincé, une cuillerée rasée de sucre, du sel, comme de l'huile. On tamise d'abord la farine pour tout commencer. On tamise la farine. Après encore fini de tamiser la farine, on commence maintenant un sachet d'eau et un œuf, un sachet de lait. On utilise aussi 2 cuillerées de levure boulangère. Maintenant, tu remis, tu restes. La pâte s'est reposée pendant 40 minutes. Après encore pour étaler avec le rouleau. Voilà ce qu'il fallait pour la recette de fataya. Notre visite se poursuit dans la salle dédiée à la plomberie, où les apprenants manipulent les outils et les matériaux utilisés dans le domaine afin de maîtriser les montages de base et les installations domestiques. Pour clore ce parcours, nous avons interrogé l'un des responsables de l'Institut Roi Mohamed VI. Il revient sur les stratégies mises en œuvre pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Stages, partenariats avec les entreprises, accompagnement à l'auto-emploi et suivi après formation. À l'Institut Roi Mohamed VI, nous avons voté pour la formation. Nous sommes une équipe
qui travaillent ensemble pour renforcer nos qualités, pour essayer de donner le maximum de nous-mêmes aux enseignants. Et dans ce sens, nous avons aussi recruté les encadreurs, les formateurs qui sont à la hauteur, qui sont pétris de talent, qui continuent à rôder, à nous tirer vers l'excellence. Par rapport à la question d'employabilité, je vous avoue que l'Institut Roi Mohamed VI a instauré une politique progressive qui nous permet d'être en relation étroite avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, avec les départements, pour amener nos étudiants à avoir, pour un premier temps, les postes de stage. À travers ces stages-là, ceux qui se feront remarquer de bon sens seront peut-être demandés ou ils peuvent à eux-mêmes solliciter leur intégration dans les différentes boîtes où l'école les a orientés. Ceci dit, chacun est en train de se battre de sa façon pour vraiment tenir à cet engagement, pour faire hisser le drapeau de l'Institut Roi Mohamed VI plus haut que les autres. À travers ces différents départements, l'enseignement technique se révèle une véritable passerelle vers l'emploi et l'autonomisation. Des compétences pratiques, le professionnalisme et l'engagement des étudiants témoignent du rôle stratégique de ces filières dans le développement de notre pays. L'Institut Roi Mohamed VI, pour la diversité de ses formations et la rigueur de son encadrement, illustre parfaitement cette dynamique nationale. Vous qui nous pratiquez depuis votre position, vous venez de le constater que le marché de l'emploi de nos jours a besoin de plus d'ouvriers que de cadres supérieurs. Surtout le projet Simandou qui devrait employer plus de 50 000 jeunes. C'est ainsi nous fermons porte et fenêtre de cette émission. Merci pour votre fidélité à la télévision nationale. Merci également à toute l'équipe technique. Ici même Fasciné Epsilon Conté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.